Bien, bonjour à toutes et à tous. On est en direct de la Galerie 127 à Montreuil, en compagnie de Fatima Mazzouz, pour son exposition Démons et merveilles, qui occupe tout l'espace de l'exposition. Et on a décidé ensemble d'échanger un peu autour de cet accrochage, autour du projet lui-même, et puis de parler un petit peu des motivations de votre travail d'une manière générale. C'est la première fois qu'on voit cet ensemble à Paris, dans ce déploiement. Il y a d'abord un jeu de mots dans le titre, on le dit à l'oral, mais Démons et mères, comme une mère. Enfin, pas la mer bleue, mais maman, merveille. Je voulais savoir, juste dans votre jeu, si Fatima, vous avez un goût particulier pour les jeux de mots, ou est-ce que celui-ci faisait particulièrement sens, Démons et merveilles? Non, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans ma démarche artistique, parce que au fur et à mesure des corpus que j'ai mis en place, il y a quelque chose d'évident qui s'est mis en toi, qui est ressorti de cette production, c'est le travail autour du son et du sens des mots, et qui était très très fort, notamment dans la notion de traduction ou dans la notion de prononciation d'une langue à l'autre. Alors là, par exemple, est-ce qu'il y aurait une version marocaine de Démons et merveilles? Est-ce que ça joue aussi on peut jouer sur les mêmes mots? Alors, sur Démons et merveilles, on pourrait jouer autrement, mais en tout cas, il y en a une ribambelle. Moi, le mot, en tout cas, qui a fait démarrer ce jeu autour des mots, c'est le mot anamorphose. Parce que quand je prononce le mot anamorphose, mais un peu avec la langue arabe, on dit anamorphose, qui veut dire moi je suis le rejeté. Et du coup, ça met tout de suite en perspective l'endroit d'où on parle, la question des limites. Et petit à petit, je me suis mise à jouer aussi comme ça avec d'autres termes. Et voilà. Alors on va se rendre compte que si vous aimez jouer avec les mots, vous aimez aussi jouer avec les images et les situations. Alors pour qu'on comprenne bien ce dont il s'agit, c'est une exposition qui, vous allez me corriger, mais retrace, documente, accomplit tout un ensemble de situations dans lesquelles on vous reconnaît, mais comme souvent, presque toujours dans vos œuvres, vous êtes le personnage qui va performer une action. Alors, est-ce que ce dont nous sommes ici témoins, c'est-à-dire le personnage, vous, on va essayer de décrire ce personnage, est en pleine action, dans des actions dans lesquelles nous allons rentrer, si je puis dire. Est-ce qu'on voit des documents de performance ou on voit quelque chose qui dépasse très largement la documentation d'une performance? Alors moi, je ne le perçois pas du tout sous cet angle fragmenté, même si au final, on a une segmentation, en tout cas au niveau des séries. Moi, je le conçois un peu comme une œuvre globale à partir du corps. C'est-à-dire que le corps serait central et à partir de ce corps, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est un peu comme avec un concept un peu similaire qu'on retrouve dans le Bauhaus, avec une œuvre vraiment à partir de laquelle on peut avoir le dedans et le dehors et pas avoir du tout de hiérarchie, en tout cas en termes de création. Après, le fait de mettre son corps en mouvement, c'est aussi la question de la performance. Et quand je regarde, pour jouer autour des mots, le terme latin c'est perform, et du coup c'est faire exister l'événement dans la forme. Donc du coup pour moi c'est d'abord ce corps qui fait exister l'événement qui habite. Et à partir de là, quelles sont toutes ces dimensions? Et dans Démons et merveilles, évidemment il est question d'un imaginaire qui est parfois partagé avec tout l'imaginaire qu'on peut trouver autour des pratiques ésotériques en Europe ou en Amérique latine. Et en même temps, il y a l'imaginaire marocain, parce que de toute façon, on parle bien de l'endroit qu'on connaît, on parle de l'endroit qui nous ancre. Et du coup, j'y ai trouvé un terreau vraiment très intéressant pour faire exister ce corps. Décrire un petit peu, parce que ceux qui, comme moi d'ailleurs, sont pas du tout familiers des cultures ésotériques marocaines, je crois que là, il y a d'ailleurs un très grand format dans l'exposition qui présente un paysage
On reviendra sur les tonalités de couleurs que vous avez choisies, mais avec un lieu qu'il faut connaître pour le reconnaître, mais qui est très particulier. Vous pouvez nous en parler de cet îlot? Alors, cet îlot, d'abord, ça s'inscrit dans Casablanca. Dans la ville de Casablanca, c'est l'îlot de Sidi Abderrahmane qui certainement à l'origine était un lieu saint. Et aujourd'hui, en tout cas depuis les années 80, depuis que je connais ce lieu, c'est un lieu qui est habité par des personnes qui se disent, on va dire, magiciennes, sorcières. Il y a énormément de termes pour les décrire. Avec des sens parfois péjoratifs. C'est une communauté de sens? Ce sont des petits cabanos finalement, elles ont réussi à construire tout autour de ce lieu saint des petits cabanos et chacune dans son petit cabanot pratique un des axes de la magie, donc ça peut être le rituel de l'étain, ça peut être le rituel de la cartomancie, ça peut être le rituel de fumigation avec des éléments avec du fer, en fait, en tout cas avec des serrures, mais tout ça a du sens. C'est un statut reconnu, elles viennent. Donc non seulement elles sont reconnues, mais en plus ça fonctionne très très bien parce qu'il y a énormément de gens qui viennent au quotidien, du matin jusqu'au soir pour venir. C'est une manière de la même manière qu'on allume la radio pour écouter l'horoscope. On va interroger les oracles pour savoir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ou avoir des réponses par rapport à leur problématique. Et cette culture vernaculaire, vous l'avez rencontrée à cet endroit précis, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé Non, justement. Depuis longtemps? Alors, justement, celle que j'ai rencontrée à Casablanca, c'est une culture, en tout cas de la magie, qui, moi, que j'ai beaucoup appréciée parce que il y avait un côté il y a un côté très mimétique, très burlesque en tout cas, parce que ces femmes incarnent une espèce de magie, mais on voit bien que derrière il y a un commerce incroyable. Et surtout que les rituels que j'ai rencontrés dans ce lieu-là, moi je les ai rencontrés dans un autre lieu qui est le sud du Maroc et la Berbérie profonde. En même temps, vous n'êtes pas une anthropologue, mais vous avez observé. Et alors, à quel moment dans votre projet artistique vous vous êtes dit je vais jouer des rituels, parce qu'on est entouré de photographies où on voit le personnage central qui se livre. Alors, on voit des danses autour d'une fumée, on imagine des sortes de sacrifices animaux, on voit des plantes, on voit des objets. Je voudrais savoir, au moment où vous avez pris connaissance, mais depuis longtemps, de ces femmes, on les appelle les chouas. Les chouafettes, c'est des voyantes. Des voyantes, plutôt. Voilà. Donc, vous avez joué ce personnage ou vous l'avez déplacé vers autre chose? Parce qu'on est dans une figure aussi de la performeuse contemporaine. Donc, en fait, il y a comme un parallèle qui s'est annoncé au fur et à mesure que je me suis mise au travail. D'abord, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la question de la pensée magique. C'est de voir comment est-ce que cette pensée magique opère. Et la pensée magique, c'est quelque chose qui était déjà au début de mon travail avec le corps de la Super-Room, parce que le corps de la grossesse, qui dans ma déconstruction était un corps de la réparation, c'était déjà un corps magique. Par la suite, quand j'ai travaillé sur l'utérus aussi c'est un corps magique, dans ce qu'il peut représenter en termes d'ancrage et le lien qu'on peut faire entre l'utérus comme terre d'asile. Et petit à petit, donc, je me suis questionnée vraiment sur la pensée magique, dans le sens où aujourd'hui, dans l'ancrage qu'on peut avoir dans l'ici et maintenant, en tant qu'artiste, comment cette pensée magique pouvait être légitime et puis pertinente surtout. Et finalement, est-ce que ça ne serait pas finalement les mêmes problématiques que l'on occupe sur le terrain de la création et de la scène artistique? Alors, ce que j'entends, c'est qu'il y aurait une espèce de coïncidence, de convergence entre la figure de l'artiste et la figure, on va dire, de la magicienne pour aller très vite. Non, mais ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a
quand même beaucoup rationalisé les pratiques artistiques, je ne sais pas depuis quand, alors qu'elles ont aussi été fondamentalement liées à des phénomènes, d'abord à la spiritualité, disons, et puis à des phénomènes occultes. Le rôle, la symbolique des couleurs, pour aller très vite, hein, c'est des formes. Mais ça, on l'a un peu refoulé. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'aller rechercher aussi des aspects comme ça, un peu primitifs de l'art? Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, c'est le mot occulte. Justement, dans sciences occultes, il y a les sciences occultes liées à l'ésotérisme, il y a aussi ce qu'on occulte. Et moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est justement tout ce qu'on occulte aujourd'hui. Si je peux résumer ma production artistique, ça s'appelle Les ventres du silence. C'est vraiment dire ce qui n'existe pas. Et dans la pratique de la magie, est-ce que ça ne veut pas dire ça aussi? Faire exister l'invisible et le rendre visible? Est-ce que ce ne serait pas ça la pratique artistique? Ce qui relève de l'invisible, pour moi, ce serait toutes ces questions liées à la déconstruction, liées à la société, le travail autour du féminisme, le travail autour du post-colonial, enfin, toutes ces questions-là. Et de la même manière que je l'ai eu avec le corps de la grossesse, ce lien entre création et procréation, qui va dans les deux sens, ce territoire de l'intime qui habite l'espace du politique et l'espace du politique qui fait accoucher de l'intime aussi, ben de la même manière, l'invisible accouche du visible, et comme c'est en circuit continu, le visible aussi fait accoucher de l'invisible. Alors ça s'incarne, vous parlez de performance tout à l'heure, mais dans les œuvres qu'on a autour de nous, dans des moments, on va dire ça, peut-être dans des moments de rituels imaginaires et imaginés, parce que, enfin, moins que vous me détrompiez, mais il ne s'agit pas ici d'imiter des rituels existants. Oui. Ou en tout cas... Oui, de reproduire en tout cas des rituels existants. Et donc on a par exemple... Existants et existants. Mais même si ces rituels ne sont pas... Enfin, je sais pas, vous allez me dire, vous les tuez, ces bêtes? Ben, je m'arrange pour que je n'ai pas toujours à le faire. Non, je plaisante. Je suis là pour tout entendre. Mais, non, mais ça s'incarne. Je vous suis sur cette question de la magie et du visible et de l'occulte, mais il y a un vrai parti pris de l'incarner d'abord par le corps de l'artiste et de performer ces situations, je vais les appeler, parce que celle qui est entre nous deux et qui à la fois nous réunit mais nous sépare aussi, c'est cette figure, je veux dire, souveraine du corps de la chamane, moi je dis chamane, mais c'est peut-être pas le bon mot, qui met à l'endroit de son ventre la tête, c'est un sanglier, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Bon, il faut savoir que le sanglier, c'est l'animal vraiment le plus important dans le sud du Maroc. Ah, mais il y a toute une mythologie autour du sanglier. C'est une sorte de Diane chasseresse marocaine. Non. On n'a pas beaucoup d'éléments à chasser, mais en tout cas, la figure du sanglier est importante. Après, dans la pratique du rituel lui-même, je crois vraiment que le fait de se mettre en action, je crois vraiment que le fait de passer par le rituel fait exister la chose. Autant quand on en parle, on peut se l'approprier de manière intellectuelle, mais le rituel a cette dimension d'être connecté au corps et finalement de convoquer des choses qu'on ne convoquerait pas du tout juste par le mental. Donc finalement le fait de passer par le rituel, c'est véritablement, encore une fois, mettre en avant le corps de l'artiste comme médium et réceptacle. Du coup, c'est le corps de l'artiste qui est le réceptacle de ces sciences occultes, ou en tout cas de cette énergie invisible. Alors en termes d'iconographie, on voit bien où on se situe, mais en même temps, ce qui constitue les éléments du corpus de l'œuvre, ce sont des situations particulières. Ça aurait pu en être d'autres, mais on voit le personnage de la chamane avec la tête de l'animal, on la voit dans d'autres compositions allongée avec le corps ou une partie du corps de l'animal sur elle. Il y a un lien là, animalité-humanité, qui est d'ailleurs, comment dirais-je, il n'y a pas une dimension fondamentalement violente ou choquante. On va voir comment c'est fabriqué aussi. Mais c'est ça aussi qui fait qu'il y a une espèce d'harmonie. Il y a quelque chose de très primitif et quelque chose de très harmonieux. Même dans le rapport
que vous entretenez en buste avec la poule ou les pattes de poulet, etc. C'est un peu dansé, c'est un peu... Disons qu'il y a un moment où il n'y a plus l'animal ou le corps de l'artiste, il n'y a plus qu'un seul corps. C'est un hybride, ça devient qu'un seul corps. Là où on voit encore peut-être quelque chose qui se dissocie, ce sont les photographies qui représentent l'animal sur le corps de l'artiste allongé, où on a un jeu entre Eros et Thanatos, parce qu'on est encore avec cette situation entre guillemets schizophrénique sur laquelle je reviendrai plus tard. Mais en tout cas qui à travers l'Eros incarne le désir, la pulsion de vie, et le Thanatos qui nous enferme finalement dans cette pulsion de mort, à savoir quel espace, quel est son espace, trouver sa place en réalité, qui finalement, toutes ces photos, toutes ces performances m'amènent sur un terrain qui me dit finalement peut-être que l'espace qui légitime le travail, qui légitime l'artiste, qui légitime la pratique artistique, c'est peut-être aussi tout simplement un espace à construire. Et donc en réalité, à travers ce travail, il y a vraiment toute cette perspective de la question de la réception, qui a été toute une problématique tout le long de ce que j'ai pu mettre en place depuis le début, à savoir quel est le public pour mon travail. Et pendant très longtemps, je me suis dit, je n'ai pas encore rencontré mon public. C'est curieux, je ne l'ai pas rencontré. Et pardon de vous couper, mais entre les performances, les images et les ouvrages que vous avez publiés, on n'imagine pas qu'ils laissent, comment dirais-je, le lecteur ou le spectateur ou le visiteur insensible. C'est pas la même chose que le travail ne laisse pas insensible que de dire que le travail a rencontré son public. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre en tout cas, mais il y a une rencontre, mais il n'y a pas encore, en termes de réceptivité, il n'y a pas encore un espace conquis, comme si on disait on travaille sur tel type de thématique, où il y a une attente, où il y a quelque chose. Alors évidemment, je ne dissocie pas l'œuvre de l'artiste, ni de la question de l'origine, puisque c'est celle qui nous est remise constamment sous le nez, en tout cas sur la scène artistique contemporaine. Et finalement, cette question d'espace, c'est aussi une manière, le travail de la performance, et c'est aussi une manière de questionner, quelque part, à travers ce rituel de fumigation, ce rituel de nettoyage, cette fumée, est-ce que ce ne serait pas aussi celle de la scène artistique contemporaine, où on en est encore aujourd'hui, alors que ça fait 20 ans qu'on en parle, à essayer de trouver les bonnes terminologies pour parler de la production artistique des artistes qui viennent d'Afrique. Il faudrait inventer un lexique approprié à la création d'aujourd'hui. La critique d'art serait un peu l'ennemi. Je ne sais pas si c'est la critique d'art, je pense que c'est tout un corps, tout le corps artistique où il y a énormément d'écoles, il y a toutes les studies, les post-colonial studies qui sont dessus, on déconstruit, on a des décolonisations partout aujourd'hui, mais je vois bien que plus on est aussi plus on avance dans ces études, et on ne cesse de voir des foires qui réduisent les artistes à une aire géographique. C'est pas un médium, mais c'est l'aire géographique qui fait l'intérêt pour Ah oui, l'analyse que vous faites aujourd'hui, c'est que finalement, on aurait troqué le système des beaux-arts médium par médium vers quelque chose qui serait presque une géographie, une ethnogéographie de la création. Pas tout à fait. Je dirais plutôt qu'on n'a pas changé depuis le 19e siècle et qu'on continue à penser les arts extra-européens sous forme d'aires culturelles, et que même si on est tous sous le giron de la production artistique contemporaine, malgré tout, ce qui va faire l'intérêt d'une œuvre, c'est l'œuvre en lien avec... c'est pas en lien, c'est réduite à son origine. Et là, moi, ça me pose un véritable problème. On va y revenir, mais on ne s'est pas suffisamment approché des œuvres qui sont autour de nous. Première remarque, on voyage aussi dans le temps, parce que dans ce corpus,
il y a des œuvres, des pièces, qui sont des photographies de dessins, de gravures, d'archives. Par exemple, une magnifique main presque mécanique qui s'ouvre sur un œil, ou une vulve qui est une sorte de dessin d'anatomie, d'ouvrage d'anatomie ancien. Alors, pourquoi elle est... dans quelle partie du processus artistique il y a ces rencontres avec ces objets? Alors, la question des manuscrits m'intéresse dans ce corpus parce que elle met en avant la question genrée de la pratique de la magie. Et encore une fois, c'est une manière détournée d'arriver au féminisme. Les femmes n'ayant pas accès, en tout cas pendant plusieurs siècles, à l'écriture, finalement, ce que l'histoire retient, ce sont ces manuscrits qui sont faits par les hommes, et encore une fois, on exclut les femmes de l'écriture de cette histoire. Et que finalement, le seul moyen de retranscrire cet héritage, il n'est toujours retranscrit que par l'oralité. Et c'était une manière de revenir sur l'écriture de l'histoire et la place des femmes dans les sciences et dans leur contribution, que ce soit dans les sciences ou dans d'autres domaines, mais c'était une manière de montrer pourquoi les femmes aussi, elles en étaient exclues, et de quelque part d'aller chercher encore une fois des éléments qui puissent contourner et de dire bah non, on va les faire exister, et du coup moi je me les réapproprie avec dans ce champ iconographique, et de montrer que finalement le corps des femmes dans le rituel, il est toujours présent. Et cet héritage, voilà, dans la question de la transmission, je voudrais aussi qu'ils puissent se confronter à ce que les livres nous ont laissé, à ce que cette mémoire écrite nous a laissé. Alors, il y a une question que je dois poser, parce que quand on visite l'exposition, on a choisi de commencer par cet œil qui est agrandi dans des tonalités extrêmement chaudes, qui est votre œil, et qui est l'œil aussi, parce que l'œil, c'était le stéréotype de l'œil, on pourrait dire l'œil en soi. Et quand on regarde ensuite les autres présentations, d'abord on est un petit peu troublé parce qu'il y a cette tonalité très chaude qui, comme mielée, si je puis dire, qui les baigne, et qui nous met peut-être dans un climat. Et puis quand on s'approche, on voit qu'il y a une espèce de résil. C'est une image qui est composée, on le voit bien, puis on a cette culture du pixel, on dit bien qu'est-ce qui fait l'image, on voit bien que c'est pas l'image composite, mais quoique. Et quand on s'approche, on voit qu'en fait, au lieu d'avoir des pixels, on a cet œil qui est multiplié par des milliers, et qui finalement compose la trame de chacune des images. En fait, l'œil du spectateur, on y voit bien, à un moment donné, se voit confronté à des centaines, des milliers d'yeux, comme si il y avait une espèce de phénomène boomerang, d'autant plus que vous donnez à voir des fois des choses qui peuvent être un peu saisissantes, et on se retrouve voyeur en étant vu. Le voyeur, c'est celui qui est vu. En train de voir. Alors, d'abord, je voulais savoir, non pas d'un point de vue technique, mais comment est venue l'idée finalement de tramer les images par l'œil? Alors, la question de la trame, c'est un travail qui existe dans ma production artistique depuis le corpus Casablanca, mon amour, où j'ai été confrontée de manière assez binaire à vouloir restituer l'héritage de la mémoire à travers les archives. Mais étant donné que les seules archives à l'époque que moi je trouvais étaient seulement la carte postale, donc la guerre coloniale via la carte postale, ou les photos de ce fameux quartier Bouzbir, quartier de prostitution pour les militaires qui habitaient à Casablanca. Il était question pour moi de pouvoir faire intégrer toute cette production de cartes postales comme étant un patrimoine marocain. Mais il est très difficile de s'approprier cet héritage quand le document historique est vecteur de conflits et de domination culturelle, politique, etc. Et donc du coup, l'idée était d'avoir
l'idée de la réécriture de l'histoire était que ces documents puissent porter la parole locale, de porter un regard sur ce qui avait été vu, sans déformer ce qui avait été fait, puisque de toute façon, le projet Casablanca Mon Amour est un projet qui se veut vraiment au cœur de la question de la transmission. Et il est question de transmettre à nos enfants, mais pas de rupture, mais justement de transmettre la résilience, de leur expliquer que ça existait, mais voilà qu'aujourd'hui c'est autre chose. En tout cas, l'ici et maintenant, on n'est pas responsable de ce qui a été fait avant. Mais malgré tout, il y a quand même un besoin de lecture ou de rééquilibrage du discours. Et cette trame est venue à point pour que je puisse y porter ma propre critique, notamment à travers les premières trames, c'était des utérus malades, pour parler des matrices malades du système colonial et non pas de la France coloniale. Les images étaient composées de petits utérus malades. Et pourquoi les utérus? Parce que c'est le premier endroit où on produit l'identité, le fait que... Mais donc du coup, pour moi, c'était une identité malade, puisque à partir du moment où on a une identité fantasmée, puisque les seules archives qui sont capables de construire votre mémoire sont des documents produits par l'autre et qui transmettent du conflit et de la domination. Donc c'est très très compliqué de construire sa propre mémoire et sa propre identité à partir de ces documents. Par contre, à partir du moment où on est capable de restituer la parole de l'autre, il y a un rééquilibrage qui se fait et on peut regarder ces images. En tout cas, moi, je peux les regarder, les transmettre, les expliquer. Du coup, j'ai un outil pédagogique aussi pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé à mes enfants. Et du coup, cette trame, elle n'est pas non plus indépendante de la notion de la trame du tapis. Moi, je viens d'une culture où les femmes sont tisseuses et à travers les tapis, elles racontent par les signes leurs histoires de corps, leurs histoires sociales, leur place dans la société, le rapport aux politiques. Et ces images, elles auraient quelque chose du tapis alors? Pour moi, c'est mes tapis contemporains. C'est ma manière d'exister dans la société et de raconter à travers mes signes, mon corps, mon vocabulaire. Alors, on a beaucoup parlé du corps, de l'incarnation, de la figure de l'artiste. Je vais revenir sur la magicienne ou la chamane. J'ai cru comprendre dans des échanges que nous avons que vous avez performé le rôle de la magicienne aussi. Est-ce que vous m'expliquiez que finalement la femme marocaine est stigmatisée selon deux figures emblématiques, qui seraient un peu la magicienne et la prostituée. Et quand vous avez circulé notamment en Égypte, en fait, très vite on vous a renvoyé l'image de la magicienne. Donc ça veut dire que vous avez une expérience indépendamment de la création artistique, mais peut-être à l'intérieur d'un cheminement. C'était déjà. Revenez-moi raconter ça. Comment on vous a renvoyé l'image de la magicienne alors que vous n'étiez pas dans ce projet? Non, pas du tout. Mais bon, typifié par plusieurs éléments déjà conceptuels qui étaient mis en place, mais tant que je n'avais pas vraiment tous les éléments, c'était pas. Comme c'est une recherche, j'avais besoin encore de construire cette recherche. Mais ce qui avait motivé la volonté de partir en Égypte et au Moyen-Orient, c'était justement, c'est vraiment la question de la construction identitaire qui est au cœur de ce travail. C'était de comprendre ce qu'était l'arabité et l'arabe, puisque en ayant vécu en France, on me renvoyait souvent cette image. De fait, je viens du Maroc, mais c'est très compliqué à comprendre quand on est déjà d'une double culture dans ce même pays. Moi, je suis de culture berbère, avec ma langue matriarcale et le berbère, et à l'époque, moi, je ne parlais pas l'arabe. Donc, du coup, on me renvoyait quelque chose de fort, parce que c'est de la stigmatisation, mais qui ne correspondait pas. Donc, du coup, c'était encore un autre corps. Donc je me suis dit à un moment donné, quand j'en ai eu les moyens, je vais aller rencontrer les Arabes, je vais voir à quoi ils ressemblent et au moins si je porte cette stigmatisation, que je puisse la porter dans toutes ces lettres de noblesse. Donc mais en arrivant en Égypte, finalement, j'ai été très surprise puisque là, il y avait une autre stigmatisation qui s'était mise en place, de fait de dire que j'étais d'origine du Maroc. Les seuls territoires que je pouvais occuper, qu'on me renvoyait, c'était ou la figure de la sorcière,
ou la figure de la prostituée. Et donc, véritablement, j'ai compris là quelque chose d'important et qu'on n'échappe pas aux représentations des autres, de toute façon. On ne fait que négocier avec elles et tant qu'à faire, si on peut les choisir, c'est mieux. Mais du coup, il y a un moment où c'était tellement fort, j'ai répondu à cet appel et effectivement, j'ai choisi la sorcière plutôt que la prostituée. J'ai oublié qu'à la suite d'entretiens que vous faisiez avec des personnalités, une fois qu'on a fini, vous pouvez peut-être me dire la bonne aventure. Ben, en fait, moi j'y allais aussi avec un projet universitaire, donc j'avais en face de moi des personnes qui étaient docteurs, directeurs d'université, des professeurs, et on avait à peine le temps de commencer les entretiens, on m'enlevait finalement l'appareil, on me disait alors tu sais sortir les jeans. Alors, on me l'a fait une fois, deux fois, plusieurs fois, et puis à un moment donné, j'ai dit, mais bien sûr, moi je les fais tous sortir. Dites-moi juste quel est votre problème, et puis finalement, voilà, de fil en aiguille. C'est devenu un jeu, mais oui. Mais c'est devenu un jeu. Non, parce que alors, d'abord, ce qu'il y a, c'est que dans ma démarche artistique, quand je commençais, la notion de réparation, elle était là. Et qu'en face de moi, c'était des gens qui avaient besoin juste d'être réparés. Il suffisait juste de comprendre à quel endroit ils avaient besoin d'être réparés. Il y avait ces questions d'exil, il y avait des questions de féminisme, de domination masculine. Enfin, voilà, il y avait déjà des paramètres qui m'étaient familiers, que je connaissais de la culture marocaine ou de la culture française. Mais en tout cas, ce qui était très clair, c'est que à partir du moment où vous avez de la bienveillance pour les personnes et que vous les amenez à se questionner sur eux-mêmes, la magie, elle opère, mais la véritable magie, c'est de comprendre. C'est surtout ça. Et donc, du coup, évidemment que ça marchait parce qu'ils étaient dans un espace de bienveillance, ils étaient dans un espace où l'échange pouvait lieu, ils avaient une écoute, ce qu'ils avaient rarement. Et du fait que ce soit le territoire de la magie, il y avait un territoire d'émancipation, il y avait un territoire de liberté, où les femmes pouvaient dire ce qu'elles ne pouvaient pas dire dans la société. C'était, encore une fois, un pas de côté, c'était un autre corps. Elle s'adressait à moi comme si elle s'adressait à cet autre corps qui n'avait pas d'espace dans leur société, étant donné que la pratique de la psychologie ou ce genre de choses n'était pas, il y a 20 ans, seules quelques familles bourgeoises, lettrées, pouvaient, en tout cas, avaient accès à cette pratique de la psychanalyse. Mais tout ça, ça nourrit votre conception d'artiste aujourd'hui. C'est cette notion de pas de côté. Pas de côté. Oui, exactement. Exactement, parce que finalement, moi, les gestes et des rituels, je les connaissais, mais du coup, je leur donnais mon espace, mon corps, pour qu'elles puissent, elles, avoir cet espace d'émancipation et livrer ce qu'elles avaient à livrer. Et de fait, en ayant eu un échange après sur ces questions, elles allaient beaucoup mieux. Et encore une fois, ce qui revenait souvent, c'est cette question de la schizophrénie. Quand je dis schizophrénie, c'est le fait d'avoir à gérer des espaces-temps complètement antagonistes et de ne pas être dans la possibilité de choisir ce qui leur allait. Je me rappelle de très anciennes conversations qu'on avait où vous m'expliquiez la différence de l'espace public et de l'espace privé. Parce qu'on parlait de schizophrénie au sens pathologique, au sens anthropologique. Et vous m'expliquez, en fait, dans l'espace public, contrairement à ce qu'on raconte, il y avait beaucoup plus de liberté des fois que dans l'espace privé. Oui. On pouvait notamment, une discussion, ça m'avait marqué, je ne sais pas pourquoi, m'expliquer que des couples en ville pouvaient regarder de la lingerie fine, etc. dans les magasins. Par contre, c'était peut-être pas ce qui se jouait dans l'intériorité. Et qu'il y a des espaces en fait qui ne sont pas si évidents que ça. En fait, c'est vraiment une question de code. Ouais, c'est ça. Et les espaces de lingerie sont des espaces qui répondent au statut de la mère et de la future femme, de la future mère, donc c'est un espace sacré. Donc pour que ça se passe et qu'on ne soit pas déconnecté de notre temporalité, oui, on s'occupe de son mari, donc on doit avoir un endroit pour pouvoir choisir de la lingerie pour son mari et finalement faire en sorte que cette famille sainte, entre guillemets, puisse s'épanouir. Mais c'est un espace qui est extrêmement codé. Par contre, l'espace public et l'espace privé, l'espace public, c'est quand même un espace principalement à domination masculine.
Et du coup, pour les femmes, de pouvoir circuler, encore une fois, librement, même si ça a énormément évolué, on n'a pas en tout cas la liberté de circulation qu'on a en France, c'est une certitude. Alors, je reviens sur la figure là, qui est emblématique, qui est dans toute cette exposition. On voit bien qu'il y a une longue construction tout au long de votre parcours de cette figure. Est-ce qu'elle représente aujourd'hui un petit peu comme la femme enceinte puissante et guerrière que vous avez mis en scène précédemment? Est-ce que là, finalement, vous ne touchez pas une forme un peu de synthèse aussi? C'est-à-dire qu'il y a la puissance, il y a la tradition, il y a l'ésotérisme, il y a la performance comme forme classique, on pourrait dire de l'art contemporain aujourd'hui, le rapport à la nature, il y a les problématiques de l'histoire de la colonisation. Enfin, il y a une forme de synthèse dans tout à fait, oui. Oui, je crois qu'on peut, à travers le bestiaire, elle est très claire, puisqu'on finit par avoir un personnage hybride qui correspond encore une fois à cet espace projeté de la création artistique, puisque peut-être qu'aujourd'hui, cet espace-là, il est encore fantasmé, il reste à construire, et ce sera forcément un hybride. Donc, il faut mettre en avant les outils, on est encore en train de construire ces outils, mais voilà, c'est un espace qu'on doit encore, c'est un territoire de résistance qu'il va falloir arracher. On est en guerre quelque part, on est vraiment, voilà, c'est un espace qu'on va faire exister malgré tout. Au-delà de tout, cet espace va exister, mais voilà, il faut juste continuer à créer pour avoir ces outils, et encore que les outils tout seuls ne suffiraient pas, parce qu'il faudrait vraiment avoir un aspect très pédagogique. Mais je crois beaucoup au débat, je crois beaucoup aux rencontres, et vraiment je pense que libérer cette parole sans tabou, parce que quelque part, je ne sais pas si c'est très équilibré, mais quand l'espace dans lequel vous avez le droit d'exister, c'est celui-là, vous l'occupez quoi qu'il arrive. Vous n'allez pas le remettre en question tout le temps, parce que là, vous n'avez aucune chance d'exister nulle part. Donc oui, il faut occuper cet espace, et dans l'espace que vous occupez, essayer un tant soit peu de créer le débat, et de faire en sorte que les œuvres issues des ères extra-européennes puissent trouver un statut et une légitimité en dehors de leur territoire, et l'intérêt qu'on puisse leur porter, c'est vraiment celui qu'on porte à l'art contemporain dans sa globalité. Après, si je dis ça, c'est parce que il y a un événement qui m'a beaucoup questionné. C'est quand j'ai été censurée en France pour 2 expositions avec le personnage de Superwoman, qui n'a jamais été censuré au Maroc. On a la chance ce soir d'avoir la galeriste qui a présenté pour la première fois ce travail. Et il a pu exister au Maroc. En France, il a été censuré. Ça, c'est intéressant. Et du coup, alors que l'exposition était montée... Et question de code, alors on revient au code. Question de code, c'est terrible, parce que d'où parle-t-on quand on crée ces codes-là? Et ce que j'ai compris, c'est que si une autre artiste aurait un prénom à consonance occidentale, aurait fait ce travail, il n'aurait pas été censuré. Et donc du coup, ça veut dire que l'espace qui m'est octroyé en tant qu'artiste contemporaine, mais avec des origines extra-européennes, en tout cas africaines, c'est un espace de liberté qui est contenu, et on veut que vous pensiez d'une certaine manière. Après, il y a une assignation qui est très claire, et du coup, cette exposition n'a pas eu lieu 2 fois. Ce que je pense, c'est qu'il y aurait une espèce d'art officiel extra-européen aujourd'hui sur la scène internationale. On veut bien effectivement déployer des efforts pour mettre en avant des identités autres dans la création, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, c'est sûr, parce qu'il n'y a rien qui explique le fait que ces expositions aient été censurées, si ce n'est le lien entre l'origine de l'artiste et l'image que je présentais, qui n'était autre que la Superwoman. Donc, c'est-à-dire un corps nu, il y a de la nudité. Et du coup, ça questionne sur les centres de pouvoir, et la manière dont est instrumentalisé finalement
la production artistique des artistes africains. Alors, je ne généralise pas, bien évidemment, mais quand tout s'ajoute bout à bout, on a des foires spécifiquement réservées aux Africains et qu'il y a des expositions qui sont censurées parce qu'on n'est pas dans la bonne thématique, moi, j'ai quelque chose qui m'hérisse le poil, enfin, quelque part, de quelle liberté parlons-nous et on est dans des enfermements terribles. Donc, c'est pour ça que un peu de magie nous ferait du bien, du coup, et en tout cas, permettrait... soyons sans crainte, la galerie 127 à Montreuil ne subit aucune pression pour accrocher, décrocher l'exposition de Fatima Mazou. Je ne sais pas demain que ça va commencer, alors peut-être que nous sommes déjà dans un niveau de résistance. Voilà, en tout cas, on pourra continuer la conversation, mais je voudrais remercier tous les professionnels qui sont accablés à la Biennale de Venise d'avoir bien voulu interrompre leurs exploits et leur coordination pour nous regarder sur leur téléphone. Et nous-mêmes, peut-être, irons un jour à Venise présenter l'exposition avec Fatima Mazou. Merci en tout cas, et merci. On continuera la conversation un petit peu plus tard. Merci beaucoup.